Nous sommes dans l'Essonne, à Morsan-sur-Orge, chez Daniel, Sylvie, Raphaël, Gabriel et Léandre. Comme dans de nombreux foyers, on prépare activement Noël. À 3 semaines du grand jour, les enfants découvrent un grand sapin tout frais dans leur salon. Trop beau et trop bien, énorme. Pour nous, Noël, ça veut dire sapin, ça veut dire cadeau. Est-ce qu'on peut faire un Noël sans sapin? Non. Pourquoi? Sinon, le Père Noël ne peut pas mettre les cadeaux. Choisir le sapin, c'est la mission de Daniel. Pour nous, le sapin idéal, c'est un grand sapin que toute la famille peut décorer, qui pique pas, qui perd pas ses épines, et qui est bien vert et qui dure longtemps surtout. Ce sapin idéal, c'est le Nordman, qui a la réputation de ne pas perdre ses aiguilles. Et d'après vous, les enfants, votre sapin, il vient d'où? Du pôle Nord. Je pense que c'est les lutins, ils en prennent soin, ils les font pousser et après ils attendent qu'ils grandissent et jusqu'à ce que c'est Noël et ils les donnent. Je pense qu'ils poussent dans une forêt avec plein de neige. C'est presque ça, Gabriel. Pour tout savoir, direction Bercenay-en-Othe, dans l'est de la France. Ici, on cultive des céréales, des pommes, mais aussi des sapins. Sur ces terres, 40 000 arbres de Noël sont plantés chaque année. Mathieu Verger, producteur, nous en dit plus. Ici, on est dans une pépinière de Norman qui font entre 12 et 25 cm. Et ça, ce sont des arbres qui vont être récoltés potentiellement sur le Noël de 2025 ou 2026. Pour qu'un sapin pousse, il faut donc du temps et un climat plutôt humide. Et pour faire face à la demande au moment de Noël, tout est bien rodé. Ces sapins sont des sapins de culture. Alors ici, pas de déforestation. Pour chaque sapin cultivé dans une pépinière comme celle-ci, un autre plant sera replanté après sa coupe ou après son arrachage. Sur l'exploitation de Mathieu, on retrouve les 2 variétés qui trustent le marché français, le Nordman et l'Épicéa. En quoi sont-ils différents? Celui-ci a une bonne odeur de résineux, mais il a tendance à être plus sensible à la chaleur et à perdre ses aiguilles rapidement. Le Norman, lui, a moins d'odeur, par contre plus performant face à la chaleur, il se tient mieux, les aiguilles ne tombent pas. L'un pique, perd ses épines et sent une forte odeur, alors que l'autre n'a rien de tout ça. Mais pourquoi tant de différences entre ces arbres? Direction l'Institut Villebon Georges Charpak, où Sylvain Chailloux, biologiste végétal, nous répond. Ces 2 arbres, familièrement, ce sont des sapins de Noël, mais en fait, il n'y en a qu'un qui est un sapin. Le Nordman est effectivement un sapin. Le nom latin du genre, c'est Abies, tandis que l'Épicéa n'est pas un sapin, c'est un épicéa, et le nom latin, c'est Picea. Et oui, dans le langage courant, nous les appelons tous 2 sapins. Mais pour les botanistes, seul le Nordman est un sapin. Voilà qui explique qu'ils aient tant de différences, à commencer par leurs aiguilles. L'aiguille du Nordman est plate et arrondie, tandis que l'aiguille de l'Épicéa est cylindrique et pointue. C'est pourquoi l'aiguille de l'Épicéa pique, au contraire de celle du Nordman. Autre différence majeure, avec le temps, le Nordman a la réputation de mieux conserver ses aiguilles comparé à l'Épicéa. Alors, pour la science, nous avons dû torturer 2 arbres. Regardez, c'est incroyable. En un mois, l'Épicéa a complètement perdu ses aiguilles, contrairement au Nordman qui s'est asséché, mais n'en a perdu aucune. Pour percer son secret, il faut observer l'autre extrémité des aiguilles, celle qui est attachée à la branche. Le Nordman, ici, présente une sorte de ventouse qui permet une surface de contact entre l'aiguille et la branche qui est beaucoup plus importante que chez l'Épicéa, ici à gauche, où il n'y a aucune ventouse de ce type. Ainsi, l'aiguille du Nordman va adhérer beaucoup plus efficacement à la branche que l'aiguille de l'Épicéa. Mais l'Épicéa a un atout que les puristes adorent. Une odeur incroyable qui symbolise à elle seule toute la magie de Noël. Alors que le Nordman, lui, ne sent rien. Ah oui, celui-là il sent plus fort. Ça sent quoi? Ça sent le vrai sapin. Et là encore, l'explication vient des aiguilles. Chez l'Épicéa, on sent beaucoup mieux la résine que chez le Nordman. Les aiguilles du Nordman sont épaisses, elles sont couvertes de cire. Chez l'Épicéa, elles sont beaucoup plus fines et elles ont beaucoup moins de cire. Par conséquent, la résine va passer facilement vers l'extérieur chez l'Épicéa, alors qu'elle va être retenue au sein des aiguilles chez le Nordman.
Le seul point commun entre ces deux arbres de Noël, c'est leur forme. Elle est identique, mais elle n'est pas naturelle. Pour obtenir cette forme si élégante, ils sont taillés 2 fois par an. Sans le tailler, ce sapin-là serait certainement 2 fois plus large, 2 fois moins haut. En le taillant, ça l'oblige un petit peu à monter, et c'est ce qui va lui donner la forme conique qu'on lui demande 3 ou 4 ans après. 4 ans après, voilà le résultat. La croissance du sapin est lente. Un sapin comme celui-ci pousse 40-45 jours par an, et il va faire en moyenne 30 cm dans l'année. 40 jours par an, c'est très peu. Le reste du temps, ils sont au repos. Voilà pourquoi on les laisse pousser jusqu'à 10 ans pour les plus grands avant de les couper. D'ailleurs, en ce moment, les tronçonneuses tournent à plein régime. Ici, on coupe jusqu'à 1000 arbres par jour. Une fois coupé, le compte à rebours est lancé. Au fil des semaines, notre sapin va fatalement dépérir. Mais vous allez voir qu'il existe des astuces pour le conserver plus longtemps. Sévan et Brahimian, conseillers de vente en sapin, rend visite à notre petite famille. Bonjour. Moi, je vois que vous avez un magnifique Norman. Bah oui, papa il a ramené aujourd'hui. Premièrement, c'est un bon emplacement. Il n'y a pas de source de chaleur à côté. C'est un arbre de climat froid de base, donc qui ne va pas du tout aimer la chaleur. Si la chaleur est l'ennemi de votre sapin, c'est aussi parce qu'il a été coupé. L'arbre se nourrit en puisant l'eau et les éléments nutritifs dans le sol. Ça forme un courant de sève qui monte à la périphérie du tronc, juste sous l'écorce. Mais dès l'instant où on coupe l'arbre, il commence à se dessécher. Résultat, le sapin qui n'a plus accès à l'eau se déshydrate. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour l'aider? On pourrait mettre de l'eau en haut pour que ça glisse jusqu'en bas. Alors effectivement, on va utiliser de l'eau. Par contre, on va plutôt utiliser en pulvérisateur. Et du coup, vous pulvérisez sur l'ensemble du feuillage. Faites-le tous les 2-3 jours. Mais attention, uniquement si vos guirlandes lumineuses sont à LED. Alors là, vous avez arrosé le feuillage. Après, il existe une autre solution qui peut être un plus, c'est de rajouter du coup une coupelle. Et on va mettre quoi dedans? Bah de l'eau. Comme des fleurs coupées dans un vase, le sapin est donc hydraté artificiellement. Là, en mettant de l'eau en bas, ça va monter par le tronc. Et du coup, jusqu'à quand on peut garder ce sapin? Alors là, le Norman, en fait, vous allez pouvoir le garder 6 à 7 semaines, facilement. Par contre, si ça avait été un épicéa, vous l'auriez tenu 3 semaines en maximum. Merci Sévan, joyeux Noël. Vous savez maintenant comment choisir votre sapin et surtout comment bien le conserver pour prolonger le plus possible La magie de Noël. Chaque année, les pâtissiers la réinventent pour le plaisir des yeux et des papilles. C'est bien sûr la bûche de Noël. Un gâteau dont la base est une pâte aérienne qu'on appelle la génoise. Véritable ovni dans le monde de la pâtisserie, c'est le seul gâteau que l'on roule après cuisson. Vous allez découvrir que pour régaler vos convives en leur préparant une bûche faite maison, mieux vaut avoir quelques notions de physico-chimie. À Paris, Sacha et Julia ont décidé de se lancer dans la fabrication d'une bûche. Mais au fait, pourquoi ce gâteau a-t-il cette forme? C'est la forme d'une bûche parce que le tronc du sapin, ça ressemble, c'est un peu une bûche. On a choisi la forme d'une bûche parce qu'on les met dans le feu et ça nous réchauffe. Bravo Sacha! La bûche de Noël était autrefois un véritable rondin destiné à chauffer la famille la nuit de Noël. Depuis 1870, la bûche de bois est devenue un gâteau à base de génoise. Cette génoise, on la retrouve dans d'autres pâtisseries, ainsi que dans certains petits gâteaux. Sur la table, des œufs, du sucre et de la farine. Allez, on y va? Ok. Première étape, casser les œufs. Si possible, délicatement. Ah mince, c'est une coquille. La pâtisserie, comme la science, demande une grande précision. Voilà, c'est bon. Stop. Je l'ai déjà mélangé. Je pense qu'on est prêt, il manque plus qu'à étaler sur la plaque. Les enfants ont donc mis 2 minutes pour préparer la génoise. Elle est bonne notre pâte. C'est parti pour 15 minutes au four. Voilà. À la sortie, la génoise est brûlante.
Impatients, les enfants étalent la mousse au chocolat, Boum. qui bien sûr fond. On commence à rouler. Jusque-là, tout semble se dérouler parfaitement. Oups. Et là, c'est ce qu'on appelle une catastrophe pâtissière. La génoise se casse en deux. Les enfants viennent d'inventer un gâteau unique, la génoise au chocolat râté. Mais quelles sont les erreurs qu'ils ont bien pu commettre? Pour le savoir, direction l'atelier 750 grammes à Paris, où chef Damien va décortiquer les bons et les mauvais gestes. Comment ça va? Vous allez bien? Oui. Mais c'est une génoise? Oui, on était censé la rouler, mais... Ah oui, elle a cassé, hein. Bon, ben, je vous montre. Première erreur des enfants, ils n'ont pas fouetté les œufs et le sucre suffisamment longtemps. Allez, on y va, c'est parti, Sacha. C'est Julia qui va fouetter. T'as commencé à mousser? Miracle. Alors, c'est pas un miracle, c'est parce que d'abord, tu fouettes bien, et en plus, tu rentres de l'air. T'as vu, on voit les petites bulles arriver. Ces petites bulles, c'est l'une des clés d'une pâte à bûche réussie. C'est du rythme. La génoise, c'est la salsa. Tchac, 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 tchac. À l'école de biologie industrielle de Cergy-Pontoise, Zeynep Ghanem, chimiste, nous explique l'importance de ces bulles. La pâte à bûche est une mousse solide qui est caractérisée par la légèreté. Les œufs sont très importants pour la formulation des génoises. Pourquoi? Puisqu'ils contiennent le blanc et ce blanc va jouer le rôle d'un agent moussant. Sauf qu'il ne peut mousser et faire de bonnes bulles que si le mélange œuf-sucre est battu pendant au moins 20 minutes. On est très loin des 2 minutes que Julia et Sacha ont consacrées au battage. Mieux vaut donc utiliser un batteur électrique, mais là encore, pas n'importe comment. D'abord à vitesse rapide, et ensuite... Après la première étape de 5 minutes, on va enchaîner avec une vitesse moyenne de 700 tours par minute durant 15 minutes. La deuxième étape consiste à stabiliser la mousse, alors que la première consiste à générer et à créer les bulles d'air. Après ces 20 minutes de battage essentiel, notre chimiste obtient de jolies bulles d'air. Tandis que dans la pâte de nos pâtissiers en herbe, on les cherche un peu. Une autre erreur de Julia et Sacha, ils ont travaillé les ingrédients à froid. Avec chef Damien, ils battent le mélange à la main au-dessus de la vapeur d'un bain-marie. Là, t'es un champion. Mais la chaleur, ça change quoi? Il est important de travailler avec une température de 45 degrés qui représente finalement la température de la coagulation des protéines de l'œuf. En coagulant, les protéines de l'œuf vont raffermir les bulles de la mousse. Après 20 minutes de battage au bain-marie, regardez le résultat. Tu vois, on a rentré de l'air. Du coup, on a blanchi le mélange, d'accord? Tu vois? On a une mousse. Trop beau, hein? L'étape suivante, c'est l'ajout de la farine. C'est un petit peu le ciment du gâteau, ce qui permet de créer la structure, d'accord? Et puis comme on s'est énormément battu pour créer ces bulles d'air, vous avez vu que je suis très délicat. Ce qui permet à la farine de jouer le rôle de ciment, c'est le gluten qu'elle contient. Vous voulez voir à quoi ressemblerait une génoise faite sans gluten? Au laboratoire de Cergy, notre scientifique a préparé une pâte avec de la farine normale et une pâte avec de la farine de riz, donc sans gluten. C'est parti, on lance la cuisson durant 5 minutes à 200 degrés. La pâte sans gluten fait de grosses bosses. La pâte formulée avec la farine du riz, vous avez une répartition des bulles d'air qui n'est pas régulière. Sous l'effet de la chaleur et sans gluten pour les contenir, les bulles d'air ont déformé la pâte. À l'atelier de chef Damien, il est temps de sortir la génoise du four. Hop, regardez ça, 7 minutes, 215 degrés. On la sort déjà? Ben ouais, parce que regarde. Mettez votre main dessus, ne vous brûlez pas. C'est tout mou. Et voilà, c'est mou, et ben c'est pour ça que ça réussit. Regardez. Et oui les enfants, il est essentiel que la pâte reste humide, donc moelleuse et souple pour pouvoir la rouler. 15 minutes de cuisson, c'est trop long. Votre pâte a durci. Alors là, il faut aller très très vite, d'accord? Regardez, je prends mon biscuit. Ouh là là. Ça colle? Tchic, 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 tchic. Hop. Et là, non, pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je cherche à garder la vapeur. Je cherche à garder l'eau. Parce qu'en fait, hop, si j'enlève tout, la vapeur elle va continuer à partir et je vais assécher mon biscuit. Sacha, sécher, biscuit.
Ça marche? On va laisser refroidir comme ça. Regarde, on met un petit torchon comme ça. Mais c'est quand qu'on la retourne? Alors on laisse refroidir là un tout petit peu parce qu'en fait la pâtisserie, pour faire une bonne bûche, il faut que les éléments soient froids. Parce que si c'est chaud, ça va faire bloc. Vous avez vu comme c'est moelleux? Si on veut que ce soit encore plus moelleux et encore plus gourmand, on va nourrir le biscuit. Ce coulis de fruits rouges va humidifier la pâte et la rendre encore plus souple. Il ne reste plus qu'à étaler la crème au chocolat avant le roulage. Et voici l'astuce infaillible, un torchon. Le torchon, il est génial parce que regarde, ça me permet de bien rouler ma bûche, ici. Et en plus, il permet de bien la serrer pour lui donner une jolie forme. Vous l'avez vu, faire une génoise, c'est simple, à condition de respecter certaines règles. Ce n'est pas une pâte, mais plutôt une mousse. Donc, dès le départ, c'est le nombre et la qualité des bulles d'air qui vont lui donner ce côté aérien. Et pour rouler une génoise, il est essentiel de conserver l'humidité. N'est-ce pas, les enfants? On dirait un peu une crêpe. On a complètement raté.